Et voici la vidéo règle de Caylus Magna Carta, un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. C'est un jeu de William Attia, édité chez Istari Games. Alors, comme son nom l'indique, Caylus Magna Carta est un jeu à base de cartes. Effectivement, c'est une version carte du célèbre jeu de gestion Caylus. On va donc trouver un ensemble de cartes comme ceci avec des dos différents. Nous avons une carte pont, une carte château, une carte premier joueur, un petit paquet de cartes bleues, un petit paquet de cartes roses, une carte Caylus Magna Carta mais qui ne sert à rien dans le jeu, vous allez pouvoir la remettre dans la boîte, et enfin un paquet de cartes par joueur. Effectivement, chacun va pouvoir choisir sa couleur, va récupérer ce paquet de cartes, et il va récupérer aussi 4 petits pions ouvriers qui se présentent comme ceci, ainsi qu'un marqueur de passage à sa couleur. Alors, pour débuter, on va placer le pont à gauche, on va placer le château à droite, et ensuite nous allons récupérer les cartes roses. À l'intérieur de ces cartes roses, qui sont les cartes de départ, nous allons trouver la carte colporteur, c'est celle-ci qu'on va disposer sur la table. Elle sera toujours mise en place, alors que les autres vont être mélangées, et qu'on va placer à gauche de cette carte un certain nombre de cartes dépendant du nombre de joueurs. Donc si vous jouez seulement à 2 joueurs, vous ne placerez qu'une seule des cartes tirées au hasard à gauche du colporteur. Si vous jouez à 3 joueurs, on rajoutera une deuxième carte, et si vous jouez à 4 joueurs, on placera une troisième carte. Les cartes restantes, ou la carte restante si vous jouez à 4, seront remises dans la boîte et ne serviront pas pour cette partie. Ensuite, nous allons prendre l'ensemble des cartes avec un dos bleu comme ceci. Alors attention, dans la version du jeu, il y a 2 versions. Il y a une version d'initiation et une version normale. Je vais d'abord vous présenter les règles d'initiation, et dans ces règles d'initiation, nous n'allons pas utiliser la carte hôtel. Il faudra donc retirer cette carte où il y a ce bâtiment avec un toit bleu et la remettre dans la boîte, elle ne sera pas utilisée. Les autres cartes vont être placées face visible à côté du jeu de façon à ce que chaque joueur puisse voir correctement tous ces bâtiments spéciaux que l'on pourra construire au fur et à mesure du jeu. Ensuite, vous allez trouver aussi des jetons deniers qui seront disposés comme ceci à côté du jeu, et puis nous avons des jetons de points de prestige correspondant au château, aux murailles et aux tours. On va les disposer comme ceci à côté de la carte de château. Attention, si vous jouez à moins de 4 joueurs, à 3 joueurs, il vous faudra retirer un jeton de chacune de ces piles pour les remettre dans la boîte, ils ne seront pas utilisés, et si vous jouez seulement à 2 joueurs, vous retirez 2 jetons de chacune de ces piles. Chaque joueur va ensuite pouvoir mettre son jeton de passage à côté du pont qui se trouve ici, et ensuite chacun va regarder dans ses cartes. Si on joue en partie d'initiation, nous allons devoir retirer 2 cartes de notre paquet personnel, celle du notaire, c'est-à-dire celle-ci, et celle de l'église. Elles ne seront pas utilisées dans les parties d'initiation, on les remet donc dans la boîte avant de mélanger le reste de notre paquet, de le poser devant nous et de piocher les 3 premières cartes de ce paquet. Chaque joueur va pouvoir consulter les 3 cartes qu'il a piochées, évidemment secrètement, et ensuite il a le choix, s'il le souhaite, de défausser ces cartes si elles ne lui plaisent pas, une seule fois. Et à ce moment-là, je les jette à côté dans une pile de défausse qui sera face visible à côté de mon paquet de pioches, et j'en repioche 3 à la place. Bien entendu, attention, on peut ne le faire qu'une seule fois, ça, ou sinon on conserve les 3 cartes qu'on avait piochées en début de partie. Enfin, il nous reste un ensemble de cubes de ressources. Alors, les cubes roses sont des cubes de nourriture. Chaque joueur va en recevoir 2 en début de partie. Ensuite, nous avons du bois en marron. Chaque joueur va recevoir 2 cubes de bois aussi. Et enfin, nous avons de la pierre qui est grise, et chaque joueur va recevoir une pierre. La ressource jaune est la ressource or qui servira de joker au fur et à mesure de la partie. Effectivement, elle pourra remplacer n'importe quel cube d'autres ressources. Il doit alors vous rester un petit jeton blanc qui sera le jeton de prévôt. Mais attention, le prévôt n'est pas utilisé dans les règles d'initiation, donc pour le moment, vous pouvez le laisser à l'intérieur de la boîte. Il ne nous reste plus qu'à attribuer la carte de premier joueur au joueur de son choix, par exemple celui qui a visité un château pour la dernière fois, enfin c'est à son choix, c'est pas marqué dans la règle, vous pouvez aussi le distribuer, enfin l'attribuer au hasard. Ceci étant fait, nous sommes prêts à débuter la partie.
Quel est donc le but du jeu? Eh bien, nous sommes en 1289 et le roi Philippe le Bel a décidé de se faire construire un superbe château dans la petite commune de Caylus. Nous sommes donc des artisans qui sommes intéressés pour la construction de ce château et nous allons tenter de donner ce qu'il faut pour pouvoir construire ce château, c'est-à-dire à chaque fois des sets de 3 ressources, une pierre, un bois pour construire et évidemment de la nourriture pour nourrir nos ouvriers. À ce moment-là, on commencera à construire le château par le donjon, qui rapportera 4 points de prestige par morceau de donjon construit. Ensuite, nous pourrons faire des murailles qui rapporteront 3 points de prestige, et des tours qui rapporteront 2 points de prestige. On fera forcément les constructions dans cet ordre-là. Mais pour pouvoir recevoir ces ressources, il va falloir construire des bâtiments sur la route qui serpente jusqu'au petit village. La route est symbolisée par ces 4 cartes si on joue à 4 joueurs, si évidemment il y en aura moins. Je vous l'ai dit, si on joue à 2 joueurs, il n'y en a que 2, et à 3 joueurs, il n'y en a que 3. Et on va petit à petit construire d'autres bâtiments grâce aux cartes que les joueurs ont. Ils vont pouvoir construire des bâtiments sur cette route et on va agrandir comme ceci cette route. Attention, il vous faudra donc de la place au milieu du jeu pour pouvoir disposer des cartes les unes à la suite des autres et faire un petit chemin qui serpente. Alors, pour le déroulement, c'est assez simple, ça va se dérouler en différents tours qui se poursuivront jusqu'à ce que le château soit terminé. Lors de chacun des tours, il y aura 5 phases dans la version d'initiation à faire. Les phases sont la collecte des revenus, la phase d'action, la phase d'effet des bâtiments, la phase de construction du château et la phase de fin de tour. Et on va poursuivre comme ceci différents tours qui dépendent en fait des parties parce que ça n'est jamais pareil jusqu'à ce qu'on ait terminé de construire le château. Et évidemment ce sera le joueur avec le plus de points de prestige en fin de partie qui l'emportera. Alors attention, avant de débuter la partie, en plus des 2 ressources bois, 2 ressources nourriture et de la ressource pierre, chaque joueur va aussi recevoir 4 deniers qu'il va pouvoir placer devant lui. On commence donc par le premier tour et par la première phase, la phase de revenus. Et bien là c'est très simple, à chaque début de tour, les joueurs vont recevoir 2 deniers de la banque qu'ils vont pouvoir placer dans leur réserve personnelle. Ensuite, on passe à la phase 2, qui est la phase d'action. Alors là, les joueurs vont jouer à tour de rôle, en commençant par celui qui a reçu la carte de premier joueur, et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. À chaque fois que ce sera un joueur de jouer, il aura la possibilité d'effectuer une seule action parmi 5 actions disponibles. Ou bien, s'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas, il pourra choisir une action passée, et une fois qu'il aura passé, il ne pourra plus jouer, et les autres continueront à jouer jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Et la phase prendra fin lorsque tout le monde aura passé consécutivement. Alors, nous avons vu qu'en début de partie, chacun a pioché 3 cartes sur le dessus de son paquet, et les a éventuellement échangées contre 3 autres si le premier tirage ne le satisfaisait pas. Ces cartes, ce sont des bâtiments que les joueurs vont pouvoir construire sur la route. En haut, il y aura toujours le prix pour avoir le droit de construire ce bâtiment, et c'est donc les ressources qu'il sera nécessaire de défausser pour avoir le droit de construire. En haut, ce sera les points de prestige que ce bâtiment nous rapportera en fin de partie. Effectivement, chaque joueur a ces bâtiments qui sont cerclés à sa couleur, et en fin de partie, on pourra voir à qui ils appartiennent et combien de points de prestige les joueurs ont marqué. Au centre, il y a indiqué ce que va rapporter ce bâtiment à chaque fois qu'un joueur décidera de s'y placer. Attention, on pourra s'y placer soi-même dans ses propres bâtiments, mais les autres joueurs pourront aussi profiter de nos cartes et s'y placer pour recevoir les ressources indiquées, par exemple. Enfin, en dessous, il y a des ressources bonus, là par exemple, qui seront accordées aux joueurs à qui appartient la carte lorsqu'un autre joueur que lui se placera dessus avec un de ses ouvriers. Donc, évidemment, pour pouvoir construire des bâtiments, il va falloir avoir les ressources nécessaires, et peut-être que les joueurs n'auront pas assez des 3 cartes qu'ils ont en main. Donc, première possibilité, lorsque c'est à un joueur de jouer, il peut choisir comme action, l'action tout simplement de piocher une carte. Pour avoir le droit de piocher une carte, il va tout simplement falloir payer un denier à la banque, et à ce moment-là, je pourrais piocher la première carte du dessus de mon paquet et l'ajouter à ma main. J'ai terminé mon action, on passe donc au tour du joueur suivant.
Deuxième possibilité d'action, lorsque c'est un joueur de jouer, au lieu de piocher une seule carte sur le dessus de son paquet, il peut décider de défausser le nombre de cartes, enfin toutes les cartes qu'il a en main. Donc par exemple, les 3 cartes que j'ai en main ne m'intéressent pas, et j'ai envie d'en piocher d'autres. À ce moment-là, j'ai le droit de défausser toutes les cartes que j'ai en main, de payer un denier à la banque pour en repiocher exactement le même nombre. Donc en début de partie, j'en avais 3. Eh bien, j'en repioche 3. Mais si évidemment j'en avais eu plus, eh bien j'aurais pu en défausser plus pour en piocher plus. À chaque fois qu'on va devoir piocher et que sa pile de pioches va être vide, on pourra remélanger son paquet de défausses pour le remettre à la place, évidemment. Troisième possibilité, imaginons que ce soit autour du joueur vert, il peut choisir de placer un ouvrier sur une des cartes qui sont présentes sur la route. Donc nous avons vu qu'au début, nous avons placé quelques petits bâtiments neutres dans lesquels les joueurs peuvent déjà se placer pour espérer recevoir les ressources apportées par ces bâtiments ou les capacités spéciales données par ces bâtiments. Donc là, notre joueur pourrait se dire « Oh ben moi j'ai envie d'avoir de la pierre, parce que ici c'est une carrière de pierre, et donc je vais placer un ouvrier à cet endroit-là. » Malheureusement, se placer dans la carrière, enfin sur n'importe quelle carte d'ailleurs, n'est pas gratuit, il va aussi falloir que je paye une pièce, un denier à la banque pour avoir le droit de m'y placer. Alors, attention, à chaque tour, il ne pourra y avoir qu'un seul ouvrier de placer par carte. C'est donc le premier qui s'y place qui aura la place. Donc là, imaginons que ce soit au tour du joueur suivant. Le joueur orange, il se place où il veut s'il le souhaite faire cette action, mais par contre, il ne peut pas se placer sur la même case qu'un autre joueur. Il paye aussi, donc lui, un à la banque pour se placer ici dans la forêt pour pouvoir recevoir de la nourriture. On repasse donc à notre premier joueur, qui peut donc à nouveau choisir une des actions disponibles, c'est-à-dire soit piocher des cartes, soit échanger toute sa main, soit placer un ouvrier, soit construire un bâtiment. Imaginons qu'il ait envie de construire. À ce moment-là, le joueur va pouvoir sélectionner une des cartes qu'il peut acquérir pour la placer en jeu. Imaginons qu'il a envie de construire cette petite scierie. Il va la placer à la suite des autres bâtiments qui ont déjà été placés. Et il va devoir payer son coût. Donc ici, c'est le coût en haut, donc un bois et une nourriture qu'il paye immédiatement à la banque. Il a réussi à faire sa première construction. Alors attention, sur ces cartes-là, lorsqu'il y a ces symboles avec un 1 et puis des petits cubes de ressources, ça veut dire que dès qu'on construit la carte, immédiatement il va falloir placer le nombre de ressources indiquées dessus. Donc là, c'est-à-dire 4 petits cubes. Mais attention, on ne placera 4 cubes que si on joue à 3 ou à 4 joueurs. Si vous jouez uniquement à 2 joueurs, on ne placera que 2 cubes sur ces cartes. Alors attention, dès qu'un joueur construit comme ceci, eh bien, il a fini son action du tour. On passe donc immédiatement au tour du joueur suivant. Et dès qu'un bâtiment est construit, n'importe qui peut s'y placer avec un de ses ouvriers comme action, comme s'il se plaçait sur une carte neutre. Ah ben moi j'ai envie de me placer là, je suis le joueur rouge, parce que ce que tu viens de construire m'intéresse et que moi j'ai envie d'avoir du bois plus tard. En revanche, évidemment, ça me coûte aussi une pièce que je place à la banque. Enfin, dernière action possible lors du tour d'un joueur, celui-ci peut décider de construire un bâtiment de prestige qui ont été placés face visible à côté du jeu et qui ont un fond bleu. Ceux-ci vont rapporter beaucoup de points de prestige lorsqu'on arrive à les construire, mais ils demandent tous d'avoir de l'or. Et l'or, pour l'instant, en début de partie, nous n'en avons pas. Il faudra construire des bâtiments qui permettent de recevoir de l'or, et après avoir reçu de l'or, on pourra commencer à construire ces bâtiments en les plaçant devant soi lorsqu'on aura pu payer leur coût. Et la phase se poursuit ainsi à tour de rôle, en choisissant une des 5 actions possibles à chaque tour. Alors attention, certains bâtiments ont des carrés blancs de ressources d'indiquer, ça veut dire que le joueur peut payer n'importe quelle ressource à la place de ce carré blanc pour avoir le droit de le construire à la suite de la route. Donc là, notre joueur pourrait décider de payer un cube de nourriture et un cube de bois pour avoir le droit de construire celui-ci. Bien entendu, vous pouvez aussi décider de construire lors de la phase d'action ces bâtiments spéciaux en payant leur coût à la banque et ensuite en les plaçant face visible devant vous. Ils vous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Attention, il y en a certains qui ont des capacités spéciales, enfin il n'y en a qu'un seul en fait dans la version de base, la bibliothèque, mais on n'utilisera pas sa capacité spéciale dans cette version d'initiation.
Alors, au bout d'un moment, les joueurs ne vont peut-être plus avoir assez d'ouvriers pour en placer, car on n'en a que 4 chacun, ou bien on n'aura plus les ressources nécessaires pour construire, on n'a plus envie de dépenser des pièces pour repiocher des cartes à la place des cartes qu'on a déjà en main. Un joueur peut alors décider de passer définitivement, c'est-à-dire d'arrêter cette phase d'action pour lui. À ce moment-là, s'il décide de faire ça, eh bien, il va tout simplement prendre le marqueur de sa couleur, donc là, imaginons que ce soit le joueur vert qui décide de passer le premier, et il se place sur le plus petit chiffre du pont. Sur le plus petit chiffre au-dessus est indiqué un denier. Le premier joueur qui décide ainsi de passer va donc recevoir immédiatement un denier de la banque qu'il va pouvoir ajouter à son stock. Mais maintenant, il a terminé sa phase d'action. On passe au tour du joueur suivant qui décide s'il désire faire encore une action ou s'il désire passer aussi. S'il décide aussi de passer, à ce moment-là, il placera aussi son jeton sur la deuxième case. Mais par contre, cette fois-ci, on ne reçoit plus de pièces lorsqu'on passe. Évidemment, si vous êtes le dernier joueur à continuer à jouer et que tout le monde a passé, eh bien à ce moment-là, vous enchaînez vos actions comme vous voulez. Donc là, imaginons que ce soit le joueur rouge qui soit le dernier, lui il dit moi je vais jouer encore, tiens, je vais construire ce petit marché, ça va me coûter une ressource de chaque comme ça, et puis ensuite c'est encore à moi de jouer, j'en profite, comme je suis tout seul, paf, je me place ici, je paye un denier à la banque, je vais pouvoir profiter moi-même de mon bâtiment. Dès que le dernier joueur a lui aussi passé, il se place évidemment sur la dernière case, et on va pouvoir passer à la phase d'activation des bâtiments. Alors les bâtiments vont toujours s'activer, à commencer par le premier qui se trouve ici, et ensuite on va les résoudre un par un dans cet ordre-là. Voilà pourquoi il faudra avoir placé ces ouvriers à des endroits stratégiques, parce qu'on va pouvoir recevoir des ressources de certains bâtiments et peut-être éventuellement les utiliser sur d'autres. Il faut donc programmer, en fait, lorsqu'on place ces ouvriers, ce qu'il va se passer plus tard lors de cette phase de résolution. On commence donc par la première carte. Ici, c'est le joueur orange qui s'est placé dans la forêt pour recevoir un cube de nourriture. Et bien immédiatement, il va recevoir un cube de nourriture de la banque. Puis, il va pouvoir récupérer tout simplement son ouvrier. On passe à la carte suivante. Ici, la carrière de pierre, un cube gris pour le joueur vert qui récupère son ouvrier et sa ressource. On passe au suivant. Celui-ci récupère 2 pièces de la banque. C'est assez simple, les icônes. Il les reçoit donc, il reprend son ouvrier. Et on passe au colporteur. C'est donc le joueur orange qui récupère son ouvrier et qui peut décider avec le colporteur de payer un denier à la banque pour récupérer une ressource de son choix parmi la pierre, le bois ou la nourriture. Attention, on ne peut pas prendre d'or avec le colporteur. Il décide donc de le faire s'il a suffisamment d'argent, car effectivement, on n'est jamais obligé d'effectuer le pouvoir du bâtiment. On peut très bien s'y placer juste pour embêter les autres joueurs et les empêcher de prendre cette case, et puis finalement, lors de la résolution, décider de ne pas le faire. Là, il décide de le faire quand même, et de payer un pour recevoir, par exemple, un bois, car c'est ce qui lui manque. Ensuite, on passe aux bâtiments qui ont été construits par les joueurs. Donc là, ça va être un petit peu différent. Le joueur qui s'y est placé va effectivement recevoir la ressource correspondante. Là, par exemple, le joueur rouge reçoit bien du bois, mais comme il s'est placé sur une carte qui ne lui appartenait pas, qui appartient au joueur bleu, le joueur bleu va pouvoir bénéficier de l'effet secondaire du bâtiment. Ici, sur ces cartes-là, c'est tout simplement recevoir une des ressources que l'on a placées lors de la construction du bâtiment. Donc cette ressource, paf, elle va au joueur bleu, car ce bâtiment lui appartient. Il y a donc intérêt à construire comme ceci des bâtiments qui vont intéresser les autres joueurs, car en plaçant leur pion dessus, eh bien nous aussi, on va bénéficier d'un effet secondaire. Et on continue ainsi, le joueur bleu ici qui s'est placé sur le colporteur du joueur jaune peut payer une pièce pour recevoir une ressource ou bien 2 pièces pour recevoir 2 ressources de son choix, mais pas d'or. Là il décide donc de payer 2 parce qu'il a suffisamment en réserve, et puis donc il choisit 2 cubes, il va prendre, par exemple, une nourriture et un caillou. L'effet secondaire s'applique ensuite pour le joueur jaune à qui appartient la carte, et lui peut payer aussi une pièce à la banque pour pouvoir recevoir la ressource de son choix.
Enfin, dans notre exemple, le joueur rouge avait construit un marché, et c'est lui-même qui s'est placé dans son propre marché. Alors le marché permet de vendre un cube blanc, c'est-à-dire un cube de n'importe quelle ressource, pour recevoir 4 pièces de la banque. À ce moment-là, il peut décider, par exemple, de vendre une nourriture, et il reçoit 4 pièces. Et à ce moment-là, par contre, l'effet secondaire du bâtiment, comme le bâtiment lui appartient, eh bien, il ne la reçoit pas en plus. Effectivement, cet effet secondaire ne se déclenche que si c'est un autre joueur qui bénéficie de notre bâtiment. Donc là, ça s'arrête là pour le joueur rouge qui récupère son ouvrier. Tous les bâtiments ayant été activés, on passe à la phase suivante, qui est la phase du château. À ce moment-là, on va commencer dans l'ordre de passage. Effectivement, c'est le premier joueur qui a passé, qui va avoir le choix de proposer ou non un lot de 3 ressources indiquées sur le château, pour commencer à le construire et recevoir du prestige en le construisant. Donc là, c'est le joueur vert, il pourrait donc décider, le joueur vert, de proposer autant de lots de 3 ressources qu'il souhaite pour pouvoir recevoir le nombre de jetons correspondant. Ici, il n'a qu'un seul lot, il décide donc de donner ce lot, mais ce n'est pas obligatoire, il aurait pu décider de ne pas le faire, pour commencer à construire le château, et on commence toujours par le donjon. Il va donc recevoir un jeton comme ceci, qui va lui rapporter 4 points de prestige en fin de partie. Il le place pour le moment devant lui, car attention, il va être important de savoir qui a construit quoi à la fin de cette phase de construction. On passe alors au deuxième joueur sur l'ordre de passage du pont, c'est le joueur orange. Lui, il a 2 lots et il décide d'utiliser ces 2 lots pour recevoir 2 jetons. Et hop, il reçoit 2 jetons supplémentaires du paquet. Ensuite, on passe au bleu. Le joueur bleu, lui aussi, a 2 lots. Il choisit soit de ne pas en donner du tout, en donner un ou en donner 2. Bon, là, il décide d'en donner 2 car ça rapporte quand même pas mal de points de prestige. Il récupère donc 2 donjons qu'il pose devant lui. Et enfin, on finit par le joueur rouge qui avait passé en dernier. Celui-ci a un seul lot à proposer. Hop, il le paye et il prend un jeton. Alors si jamais on avait terminé les jetons donjon, eh bien on aurait continué avec les jetons de muraille. Et lorsqu'il n'y a plus de muraille, hop, on entame les autres. Dans le même tour, on peut donc tout à fait, là s'il avait encore un joueur, il aurait pu, s'il avait donné 2 lots, récupérer un jeton comme ça et un jeton comme ça. Par contre, si jamais il n'y a plus de tour, eh bien la partie va prendre fin, et on ne peut pas prendre plus de jetons, c'est-à-dire donner plus de lots, pour récupérer des jetons virtuels. Effectivement, le nombre est limité. On regarde ensuite qui a donné le plus de lots lors de cette phase. Attention, ce n'est pas le total des jetons, c'est les jetons qu'on a récupérés lors de cette phase. Ici, par exemple, nous avons une égalité entre le joueur orange qui en a récupéré 2 et le joueur bleu qui en a récupéré 2. Lorsqu'il y a une égalité, c'est le premier à avoir passé qui a le droit au bonus. Effectivement, celui qui a construit le plus va avoir un bonus sous la forme d'un petit cube d'or, qui, je vous le rappelle, est un joker permettant de remplacer n'importe quelle ressource, mais qui permet aussi de construire plus tard dans la partie les bâtiments spéciaux qui ont été placés en début de partie à côté du jeu, et qui rapporteront beaucoup de points de prestige additionnels. Alors attention, si lors de cette phase de construction du château, exceptionnellement, personne ne propose de lot, ça peut arriver, puisque surtout sur les manches suivantes, si personne n'a les ressources nécessaires ou ne désire payer. Eh bien à ce moment-là, si personne n'a construit, on va retirer 2 jetons, dans l'ordre toujours en commençant par ceci, donc par exemple POF et POF, si jamais personne n'a construit lors de la phase suivante. Alors, la phase de construction étant terminée, on passe à la dernière phase, qui est la phase de fin de tour. Et bien tout simplement, lors de cette phase, on va prendre la carte de premier joueur, on va la passer au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de la table. Ce sera lui qui commencera la phase d'action. Ensuite, on peut retirer évidemment tous les jetons qui étaient sur le pont pour faire un nouvel ordre de passage lorsque les joueurs passeront lors de la phase d'action, et c'est reparti pour un tour. Donc premièrement, phase de revenu, chaque joueur reçoit 4 pièces de la banque. Puis phase d'action à tour de rôle avec les joueurs qui choisissent soit de payer un denier pour piocher une carte, soit de payer un denier pour échanger toutes les cartes de leur main contre des cartes tirées de la pioche, soit de placer des ouvriers en payant
un denier à la banque, soit en construisant de nouvelles constructions qu'on va placer à la suite de la route, soit en décidant de passer pour être le premier joueur, par exemple, à se placer sur le pont et recevoir une pièce, mais en terminant son tour. Une fois ceci terminé, la phase de construction du château, avec le joueur qui aura construit le plus, qui recevra un cube d'or, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le château soit terminé. Évidemment, lorsqu'on aura attribué tous les jetons de construction de château, eh bien la partie prendra fin immédiatement. Les joueurs marqueront donc évidemment des points pour les donjons qui rapportent 4, les murailles qui rapportent 3, les tours qui rapportent 2. On additionnera aussi les points des bâtiments de prestige qu'on a réussi à construire et qu'on a placés devant soi au fur et à mesure de la partie. On marquera évidemment des points de prestige supplémentaires pour les cartes qu'on a réussi à placer sur le chemin. Et enfin, nous aurons un point de prestige supplémentaire par cube d'or qu'il nous restera en fin de partie. Un point supplémentaire par 3 pièces qu'il nous restent. Donc là, par exemple, comme j'en ai 4, eh bien, ça me rapportera un point supplémentaire ici. Et par 7 de 3 petits cubes de ressources, quelles que soient les ressources. Donc là, par exemple, il me reste 4 ressources. Et bien, pour 3 ressources, j'ai un point supplémentaire. Donc 1, 2, 3, et puis 4 pour ces pièces, qui s'ajoutent au total. Évidemment, le joueur qui a le plus de points à ce moment-là l'emportera. Alors, reparlons un peu des effets des bâtiments. Donc, nous avons vu ceux-ci, qui permettent de retirer des cubes. Si jamais il n'y a plus de cubes parmi ceux qu'on a placés en début de partie, eh bien, tant pis, il n'y aura que l'action principale qui se déclenchera pour le joueur qui s'y place, mais il n'y aura plus d'effets secondaires une fois que ces cubes ont été attribués. Donc, il y a la même chose pour chacune des couleurs. Ensuite, nous avons vu le marché qui permet de vendre un cube de n'importe quelle ressource pour recevoir 4 de la banque. Donc, effectivement, au bout d'un moment, vous allez peut-être pleurer l'argent, et donc ça peut être sympa. Il y a aussi des mines qui rapporteront 2 cubes lorsqu'on s'y place, et 1 cube en bâtiment secondaire, donc il y a ça aussi pour les 3 types. Nous avons aussi la mine d'or, alors là nous n'en avons pas vu, mais effectivement ça peut être très intéressant d'en placer une, car en s'y plaçant on reçoit un cube d'or, et l'effet secondaire est que le joueur qui a construit cette carte, donc là le joueur bleu, pourra, lorsque quelqu'un s'y place, décider d'échanger un de ces cubes de ressources normales contre un cube d'or. Effectivement, il n'en gagne pas indirectement, il faut transformer. Ensuite, nous avons l'espèce de banque comme ceci, le coffre-fort, qui permettra aux joueurs qui s'y placent de payer 1 or pour 1 pièce d'or, ou bien 2 or pour 3 pièces d'or. Ça peut être sympa pour remplacer les ressources manquantes, car effectivement, lorsque vous faites un set de 3 ressources pour construire le château, par exemple, vous pouvez utiliser des cubes d'or à la place de n'importe quel cube. Vous pouvez même payer 3 cubes d'or pour construire une partie du château, ou vous pouvez aussi payer plus d'or pour pouvoir construire les bâtiments spéciaux. Donc là, par exemple, on peut payer 3 or pour avoir le droit de construire celui-ci. Et le joueur qui a construit la carte va pouvoir, lui, dépenser 2 pour acheter un cube. C'est un peu plus cher, mais c'est quand même sympathique. Voilà donc pour les cartes normales du jeu. Alors, après une petite partie d'initiation comme ceci, vous pouvez jouer avec les règles normales, qui se rapprochent plus du jeu original qu'Elus, et qui est encore plus méchant, car effectivement, tout ça va devenir un petit peu plus complexe. Déjà, vous allez rajouter le prévôt, c'est-à-dire que la mise en place sera la même, avec toujours la disposition du colporteur, plus des cartes tirées au hasard. Alors évidemment, je vous ai pas dit que la dernière carte possible était celle-ci qui permet de recevoir du bois. Donc vous allez avoir plus ou moins de cartes qui vont être attribuées ici au hasard en début de partie. Le prévôt, à quoi va-t-il servir? Eh bien, c'est sa position qui déterminera quels seront les ouvriers qui pourront travailler. Car effectivement, celui-ci va se déplacer le long de la route, de case en case, et lorsqu'il sera à un endroit, eh bien, seules les premières cartes seront activées avec les ouvriers qui ont été placés dessus. Mais s'il y a d'autres ouvriers qui sont placés après lui, eh bien, malheureusement, ils ne fonctionneront pas. Et on va pouvoir faire bouger ce personnage au fur et à mesure du jeu. Nous allons voir comment.
Alors déjà en début de partie, en plus du prévôt qui sera disposé sur la case de colporteur, hein, donc il n'y aura aucune de ces cartes, là pour l'instant je laisse la mise en place de la partie précédente, mais normalement il n'y a que ces cartes de placer avec le prévôt placé sur la carte du colporteur. Les joueurs vont aussi rajouter les 2 cartes spéciales à l'intérieur de leur paquet, que sont le notaire et l'église. Ce sera mélangé dans leur petit paquet de pioche, et de la même façon que dans la partie d'initiation, en début de partie, on pioche 3 cartes sur le dessus, si elles nous plaisent on les garde, si elles ne nous plaisent pas, on les défausse pour en repiocher 3. Enfin, il y a le dernier bâtiment qui sera ajouté, en fait, le bâtiment correspondant à la banque, et qui sera mis avec les autres cartes de prestige placées face visible à côté du jeu. Ensuite, les phases seront à peu près les mêmes. Tout d'abord, nous aurons toujours la phase de revenu où chaque joueur reçoit 2 deniers de la banque, mais éventuellement, les joueurs pourront gagner des choses supplémentaires en fonction des cartes construites. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Ensuite, il y aura donc la phase 2 qui est toujours la phase d'action, de la même façon que dans la version de base. Alors attention, lors de la phase d'action, il y a quand même un petit détail qui est différent, c'est que les joueurs n'auront pas le droit de construire les bâtiments spéciaux comme dans la version de base en payant leur coût et en les plaçant devant eux. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué de les construire. Effectivement, il va d'abord falloir réaliser des résidences. Les résidences, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qui est sur le dos de toutes nos cartes. Nous avons vu que dans la version de base, on n'a pas utilisé ce dos, on a utilisé que l'autre face. Eh bien, pour pouvoir construire ces bâtiments spéciaux, il faudra d'abord construire ces résidences et remplacer ensuite ces résidences par les bâtiments spéciaux, beaucoup plus complexes. Alors, tout d'abord, pour faire ces résidences, il aura fallu qu'au moins un joueur construise un notaire. C'est une des 2 cartes spéciales qu'on a ajoutées à nos paquets. Lorsqu'un joueur a fait un notaire, eh bien quelqu'un pourra s'y placer pour espérer pouvoir construire plus tard une résidence. Le prix est indiqué sur la carte. Pour pouvoir faire une résidence, il faudra pouvoir payer un cube de nourriture. Le premier joueur à passer gagnera toujours une pièce à la banque, et puis ensuite, lorsque tout le monde s'est placé, la phase d'action prendra fin, et on passera sur une phase supplémentaire qui sera la phase justement de déplacement du prévôt. Alors, imaginons que lors de cette première phase d'action, les joueurs aient construit 2 cartes et aient placé des ouvriers sur ces 2 cartes, mais le prévôt se trouve ici. Si ça reste en l'état, il n'y aura que ces cartes qui seront activées, et ces 2 joueurs, le joueur rouge et le joueur vert, ne pourront pas bénéficier de l'effet de leur ouvrier. Donc lors de cette phase de prévôt qui se déroule donc immédiatement après que tout le monde est passé, eh bien dans l'ordre de passage, les joueurs vont pouvoir décider de déplacer le prévôt. On commence donc par le premier joueur, ici c'est le joueur vert, qui va décider s'il veut payer pour déplacer le prévôt. Effectivement, pour chaque case où il va se déplacer, ça nous coûtera une pièce. Donc là, comme je suis le joueur vert, par exemple, j'ai placé un ouvrier ici, j'aimerais bien qu'il fonctionne. Je peux donc décider de payer 2 à la banque pour déplacer le prévôt de 2 cases et l'emmener ici. Au maximum, les joueurs ne pourront payer que 3 pièces et ils ne pourront pas faire dépasser le prévôt au-delà de la dernière case. De la même façon, on ne pourra pas le faire remonter plutôt vers là. Donc imaginons que je décide de faire ça, pof, je paye 2, et on passe au tour du joueur orange. Le joueur orange, imaginons qu'il soit ici, au plus loin, lui, il s'en fiche de ces 2 endroits-là. Eh bien, il pourrait décider de payer méchamment à la banque 2 pour pouvoir faire revenir le prévôt sur cette case-là, et ainsi m'empêcher de gagner. On passe alors au tour du joueur bleu. Le joueur bleu, imaginons qu'il soit ici, eh bien lui, il n'a carrément aucun intérêt à ce que personne ne fasse d'autres actions. Il pourrait décider, par exemple, de payer 3 à la banque, alors imaginons qu'on ait de l'argent, hein, parce que ça coûte quand même, pour ramener le prévôt jusqu'ici, et à ce moment-là, il n'y aura que cette case qui se fera. Et puis là, c'est au tour du joueur rouge. Le joueur rouge, lui, il a un personnage ici. Malheureusement, il ne peut payer au maximum que 3, encore faut-il évidemment les avoir, pour pouvoir faire revenir le prévôt jusque-là, mais là, ça ne va pas suffire, parce que cette case ne sera pas faite. Donc ça sert à rien pour lui de payer 3 et de faire bénéficier ces 2 joueurs, il peut juste l'avancer de 1, en payant uniquement 1 à la banque. Donc là, évidemment, c'est un exemple très très méchant si les joueurs ont vraiment beaucoup d'argent à perdre. Mais on peut la jouer comme ça, ou bien on peut décider de ne pas payer grand-chose pour ne pas déplacer le prévôt juste pour embêter les autres joueurs, tout est possible.
Ce n'est qu'ensuite qu'on passe à l'effet des bâtiments, donc toujours pareil, on commence par celle-ci, jusqu'à ce qu'on arrive sur la case du prévôt, qui est quand même effectuée, mais par contre, tous les autres vont pouvoir récupérer leur personnage sans avoir fait l'action spéciale de la carte. Alors, lors de la phase de résolution, on fera peut-être fonctionner les notaires. Effectivement, si quelqu'un s'y est placé et puis qu'évidemment la carte est activée, à ce moment-là, le joueur en question va pouvoir décider de payer un cube de nourriture à la banque pour avoir le droit de transformer un de ses anciens bâtiments en résidence. Alors imaginons qu'on arrive à la résolution de cette carte notaire, à ce moment-là c'est un joueur rouge qui est dessus. Il a donc payé son cube de nourriture et il va pouvoir transformer une des cartes qu'il a placées déjà sur le chemin en résidence. Mais à ce moment-là on va perdre l'effet de cette carte. Donc là par exemple s'il décide de la faire sur cette scierie, et bien boum, on la retourne, elle se transforme donc en résidence qui ne lui rapportera plus qu'un point de victoire en fin de partie, quelle que soit la carte qui soit retournée. En revanche, cette résidence va ensuite lui rapporter des sous à chaque phase de revenu. C'est-à-dire qu'au début de chaque tour, nous avons vu que chacun reçoit 2 deniers de la banque. Eh bien, les joueurs recevront un denier supplémentaire par résidence qu'ils ont construite sur la route. Alors, attention, un joueur peut ainsi décider de transformer en résidence même un bâtiment sur lequel il y a un pion, mais il n'empêchera pas le joueur qui a placé un ouvrier dessus de recevoir le pouvoir de la carte quand ce sera à lui de jouer. Donc là, par exemple, s'il décide de transformer celui-là, pour l'instant, on peut le mettre un petit peu en décalé, parce qu'on va quand même résoudre ce bâtiment, et ensuite, ce n'est qu'ensuite qu'on le transformera effectivement en résidence. Et plus tard dans la partie, les joueurs vont pouvoir se mettre à construire des bâtiments de prestige par-dessus leur carte de résidence. Donc il aura fallu déjà utiliser l'action d'un notaire pour transformer une carte normale en résidence, et une fois qu'un joueur a une résidence, lorsqu'on sera à la phase suivante d'action, il aura comme choix supplémentaire de pouvoir construire un bâtiment de prestige toujours pareil en payant son coût et en remplaçant la carte en la mettant dessus. On peut laisser un peu dépasser la couleur pour savoir qui a construit ce bâtiment de prestige. Alors attention, lorsqu'on a fait ça, eh bien ce joueur ne recevra plus son revenu additionnel lors des prochaines phases de revenus. Et en plus, ça bloque la case, car effectivement, on ne peut pas venir s'y placer avec un ouvrier, ça ne sert à rien. Ces bâtiments de prestige sont juste là pour faire joli et rapporter des points de prestige en fin de partie aux joueurs qui les ont construits. En revanche, 2 de ces bâtiments de prestige ont une capacité spéciale. Celui-ci, la banque, permettra à chaque phase de revenu de recevoir quand même un denier de la banque. Ensuite, la bibliothèque permettra au joueur qui l'a construit, à chaque phase de revenu, d'avoir le droit de piocher gratuitement une carte sur le dessus de son paquet pour l'ajouter à sa main. Donc voilà, à chaque phase de revenu, il recevra donc 2 deniers plus les éventuels deniers de ses résidences, et il piochera aussi une carte sur le dessus de son paquet. Intéressant, mais ça rapporte moins de points de prestige. Enfin, à la fin de la dernière phase, la phase de fin de tour, lors de cette phase, on passe toujours la carte de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, on retire évidemment tous les pions du pont, mais en plus de ça, on avancera si possible le marqueur de prévôt de 2 cases supplémentaires dans le sens de la marche. Voilà, donc à chaque tour, boum, ça avancera de 2. Et voilà, donc la partie ensuite se poursuit ainsi jusqu'à ce qu'on arrive, pareil, à construire la fin du château et marquer des points de prestige de la même façon que dans la version d'initiation. Mais vous comprenez donc en plus que cette histoire de faire déplacer le prévôt pour embêter les autres joueurs change un petit peu la donne et rend le jeu beaucoup plus méchant. Enfin, l'autre carte spéciale que chacun a ajoutée à sa main et peut donc construire, eh bien c'est une église qui permettra de payer 2 pour le joueur qui s'y place avec un ouvrier afin de récupérer un morceau du château,
ou bien de payer 5 pour récupérer 2 morceaux de château, toujours en se servant tout d'abord parmi les donjons, et puis ensuite les murailles, et enfin les tours. Voilà, donc ça peut accélérer un petit peu le jeu, et puis faire une stratégie sur l'argent. Effectivement, plus vous aurez de sous, plus vous pourrez aussi construire. L'effet bonus, pour le joueur qui a construit la carte, sera la possibilité de payer 3 pour acheter un seul morceau de château. Attention, on ne peut pas faire plusieurs fois cette action. Voilà donc pour Caylus Magna Carta, une excellente variante en fait du jeu original Caylus, du même auteur, de William Attia. Il note d'ailleurs sur le jeu qu'il a reçu un petit peu d'aide de Bruno Catala, qui l'a aidé à configurer le jeu pour le transformer en jeu de cartes, avec des parties légèrement plus courtes quand même que la version de base. Effectivement, vous en avez pour 1h15, 1h30 grand maximum de ce jeu. Ça peut même être réduit à 1 heure si vous jouez assez rapidement. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir!